4S Mag. Fidèles téléspectateurs de Djeliba TV News et auditeurs de Djeliba TV, bonjour et bienvenue à 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool et les drogues sur les lieux de travail. Pour les discussions, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir à ma droite M. Nouhou Diakité. Bonjour. Nouhou Diakité, il est expert en ressources humaines et gérant du cabinet Diakité Consulting. Et bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci. À ma gauche, Dr Birama Diallo, il est médecin du travail. Oui. C'est pas sa première fois aussi. Tout à fait. D'accord, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Donc, pour entamer les discussions, je vais commencer les questions par M. Diakité. M. Diakité, on parle de l'alcool et la drogue. C'est quoi l'alcool et la drogue sur les lieux de travail? Parce que vous êtes gestionnaire des ressources humaines. Ok. Merci, M. Fascoy. L'alcool et la drogue en milieu de travail, donc il faut l'inscrire dans son contexte. C'est que l'entreprise est un lieu où les hommes se rencontrent pour la production de biens et services, fondamentalement. Et il y a un organe de direction qui est chargé de suivre, de s'assurer que tout cela se passe normalement, que les hommes qui sont chargés de cette production de biens et services arrivent sur le lieu de travail en bon état de santé et retournent à leur maison en bon état de santé. De ce fait, tout événement, toute situation qui peut entraîner une perturbation à cet état de fait est prise en compte par l'entreprise dans le cadre de sa bonne gouvernance. Donc, l'alcool et la drogue étant des substances qui peuvent, on va dire en termes bambara, et même d'aboloka, qui fait que l'homme ne restera plus ce qu'il était réellement, donc qui change, qui peut avoir un impact sur le comportement de l'individu. Donc, il y a de soi que l'entreprise s'intéresse de très très près à ces deux produits-là. L'alcool, donc, ça c'est clair, c'est une boisson. Elle est une boisson, il y en a toute une variété. Et donc, sa consommation en elle-même, c'est pas ça qui produit le problème. Parce qu'il y a des mesures, certaines personnes restent mesurées qui peuvent. Mais quand ça dépasse, ça devient un problème. Et surtout, sa consommation sur le lieu de travail, qui également a besoin d'être vraiment regardée de très très près par l'entreprise. Quant à la drogue, c'était toute autre chose, parce que par définition, la drogue est une substance qui est sur le plan pénal réprimée. Et il y a beaucoup de lois en République du Mali qui réprimandent l'utilisation, la vente, la commercialisation et la consommation de la drogue. Donc au sein de l'entreprise, ce n'est pas ça le problème. Au sein de l'entreprise, ce qui intéresse, c'est la consommation par les personnes qui sont sur le lieu de travail, l'introduction de la drogue sur le lieu de travail, la consommation ou la présence même de la drogue dans le corps de la personne qui est supposée être sur le lieu de travail pour produire. Donc, ce sont ces phénomènes-là que l'entreprise essaye de prendre en compte et de gérer dans le cadre de sa production de biens et de services. De sorte que ces deux produits-là n'entraînent pas de perturbation dans son fonctionnement. Ok, merci. Monsieur le docteur Diallo, en tant que médecin du travail, quel est le danger de l'alcool et de la drogue en milieu de travail? Ok, merci beaucoup, M. Fascoy, et merci de l'invitation. Moi, c'est Dr Diallo Birama, je suis deuxième vice-président de la SOMA SST. Donc, si vous me posez la question par rapport au danger de l'alcool sur le lieu de travail, je dirais qu'il y a certaines conditions qui peuvent concourir à la prise en charge de l'alcool ou bien de la drogue sur le lieu de travail. Par exemple, la chaleur ou bien les conditions trop poussiéreuses sur le lieu de travail, ça peut conduire à la consommation de l'alcool. La pénibilité du travail, certaines conditions de travail trop dures, c'est-à-dire les pressions au travail. Dans certaines entreprises, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression au travail. Ça peut conduire à la consommation de l'alcool.
la monotonie, la solitude, l'ennui au travail, le stress, l'absence de pause, les désaccords avec l'employeur et ensuite les conflits entre travailleurs. Ça, ce sont quelques dangers par rapport à la consommation de ces toxiques-là en milieu de travail. D'accord, mais on parle généralement de dépendance ou d'addiction à l'alcool et aux drogues. Oui. Ça veut dire quoi? La dépendance par rapport à ces toxiques, permettez-moi de dire toxiques, parce que nous on appelle comme ça, c'est les toxiques. Les toxiques, c'est des substances dont la consommation peut créer des problèmes pour l'organisme humain. Donc, par rapport à la dépendance, ça c'est la consommation, un stade avancé de la consommation. C'est-à-dire l'impossibilité pour le consommateur de s'en passer. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut pas se priver de cela. L'impossibilité, quoi. La personne peut résister, mais l'envie lui pousse toujours à aller vers la consommation de cela. Donc c'est ça un peu la dépendance par rapport à ces toxiques-là. Monsieur Jacquet? Justement, c'est à ce niveau-là que la consommation d'alcool et de drogue devient un problème pour l'entreprise. Parce que lorsqu'un individu n'est plus à mesure, quels que soient les motifs, je suis entièrement d'accord avec le docteur de toutes les causes qu'il a évoquées qui peuvent entraîner quelqu'un à prendre de la drogue. Ouais. Mais l'entreprise également, c'est le lieu où on essaye de gérer dans la mesure du possible tous ces événements-là. Donc lorsque la consommation de ces toxiques arrive à ce point, ça devient un vrai danger. Ça devient un vrai danger pour l'entreprise. Lorsque des personnes sont dépendantes, ils ne peuvent plus agir, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit si ce n'est sous l'emprise des toxiques. Or, les toxiques sont par définition des produits qui amènent l'individu à avoir des comportements irrationnels. Oui. Des comportements irrationnels. Donc, à partir de ce moment-là, l'entreprise est obligée de s'organiser. Et cela va amener un certain nombre de choses, parce que déjà, le chef d'entreprise dispose de ce qu'on appelle le pouvoir de direction, qu'il exerce à travers la mise en place d'une réglementation. Donc, l'entreprise va devoir, dans sa réglementation interne, prendre des mesures qui régissent le comportement de l'individu sur le lieu de travail. Donc, ça va nous amener à poser des interdictions. Vous prenez les règlements intérieurs des entreprises, 100% des règlements d'entreprise interdisent l'usage de la drogue et de l'alcool sur le lieu de travail. Tous les règlements intérieurs que j'ai vus. Même si c'est en tenant compte de l'environnement sociologique des pays où l'alcool n'est pas interdit, donc dans des pays anglo-saxons par exemple, même là, l'usage de l'alcool sur le lieu de travail est strictement réglementé pour éviter justement les abus. Mais dans notre cas d'espèce au Mali ici, tous les règlements intérieurs que j'ai vus, l'usage de la drogue et de l'alcool, c'est strictement interdit. Ça, c'est le premier aspect de la question. Le deuxième aspect, le problème oblige l'entreprise à entreprendre des mesures dans le cadre de la santé, de l'hygiène, la santé et la sécurité au travail. Donc, dans le cadre des programmes que l'entreprise va déployer, donc, il va y avoir des volets qui vont être consacrés essentiellement à ces deux aspects-là. Si c'est une grande entreprise qui est bien structurée, qui dispose de son service médical, qui a le moyen d'avoir un sociologue, donc on peut envisager la mise en place de mesures préventives, allant déjà des mesures de sensibilisation, la mise en place. Pour ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir des mesures préventives, au moins il peut y avoir au niveau du service médical, voilà, des moyens qui permettent, lorsque quelqu'un est sous l'effet de la drogue, de l'alcool, de pouvoir tester déjà le taux d'alcoolémie dans son sang et pour qu'on puisse rapidement circonscrire les mesures qu'il faut pour que cet individu-là ne soit un danger pour l'ensemble du personnel et puis pour lui-même. Et donc, dans ce cadre-là, donc, vous verrez que beaucoup d'entreprises ont vraiment beaucoup travaillé
beaucoup de mesures de sensibilisation à travers des spots, à travers des messages qu'on envoie et lors des réunions de santé et sécurité au travail, on essaye de sensibiliser. Et également, on fait des tests inopinés. Voilà, pour du personnel très très sensible. Le docteur a évoqué le cas des personnes qui travaillent sous certaines pressions, donc il y a des groupes cibles de travailleurs qui sont vraiment susceptibles d'être tentés par ces produits-là. Donc on peut faire des enquêtes, des sondages, prendre des individus, essayer de faire des tests pour voir si effectivement les personnes sont sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. En ce moment-là, ça donne le moyen à l'entreprise vraiment de faire un travail de terrain, donc de sensibilisation de l'intéressé, voir sa capacité à arrêter. Si effectivement la personne n'est pas à mesure d'arrêter, en ce moment, ça laisse la porte ouverte à l'entreprise d'envisager les moyens de droit qui s'imposent. Justement, il y a une étude à montrer que les travailleurs en état d'ébriété sont fréquemment impliqués dans les accidents de travail. Docteur, vous confirmez cela? Absolument. Les travail, c'est là les conséquences par rapport au travail de la consommation de ces toxiques-là. Je pensais qu'on allait arriver dans les conséquences. C'est que, en réalité, la consommation de ces toxiques-là entraîne beaucoup d'accidents en termes de fréquence et de gravité. C'est-à-dire les coûts directs pour l'entreprise et les coûts indirects pour l'entreprise. Ensuite, par rapport à la qualité de la fabrication des produits. Okay. Donc, tout ça, là, ça peut être affecté par rapport à ces situations-là. Ensuite, les maladies professionnelles. Parce qu'un travailleur qui est sous effet de ces toxiques-là, c'est sûr que les mesures de protection ou bien les mesures de prévention, il ne va pas les observer de façon rigoureuse. Donc, ça provoque la multiplication des maladies professionnelles dans une entreprise. Et les infections également, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de drogues là qui sont injectées par voie intramusculaire ou bien intraveineuse. Là. Donc, les hépatites B, les hépatites C, la tuberculose. On peut avoir beaucoup de maladies par rapport à la consommation de ces toxiques-là. Donc, pour arriver au niveau de l'entreprise, là, comme on a dit, c'est l'augmentation de l'absentéisme. C'est-à-dire un consommateur vrai de ces produits toxiques-là, c'est-à-dire qu'il va s'absenter beaucoup. Il y a des chiffres là par rapport à l'absentéisme, là. J'allais les évoquer après si on a plus de temps. Okay. La baisse de la productivité par manque d'attention. L'alcool ou bien la drogue fait ça. Tu ne peux pas avoir toutes tes facultés. Mais pourtant, généralement, ceux qui se droguent, ils font ça pour être plus productifs, M. Diakité. Je vois que M. Dr Diallo, il évoque le contraire. Mais Fassili, c'est ce qu'il envisage, c'est ce qu'il pense faire. Ouais. Mais c'est tout le fait. C'est tout le qui se dope, c'est pour être plus performant. C'est juste pour une période, juste pour un petit instant. Mais ça ne peut pas être pour une longue période. Mais ce que le docteur vient de dire, je vais l'appuyer. Parce que c'est là tout le danger de ces produits-là. Parce que celui qui consomme de l'alcool, celui qui consomme de la drogue, il est un danger pour lui-même d'abord. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est un danger pour lui-même. Parce qu'il ne contrôle plus, il va faire un accident. C'est lui-même qui aborde. Mais il est un danger pour les autres, surtout ses collaborateurs. Je vous prends l'exemple bête d'un chauffeur. Voilà, vous devez conduire des personnes, vous êtes chargé de prendre les gens, vous prenez de l'alcool. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont à bord de votre véhicule sont en danger de mort. Je vous prends l'autre exemple encore de l'industrie. Donc, vous travaillez dans une chaîne de production, vous êtes à un des points clés de... Voilà. Donc, peut-être c'est vous qui devez appuyer sur un bouton, ou bien c'est vous qui devez arrêter quelque chose de se passer. Mais vous êtes sous l'effet de la drogue, comme le docteur vient de le dire, votre attention a baissé, ou bien vous êtes absent. Et vous voyez ce qui va se passer après pour les personnes qui sont derrière vous. Vous allez prendre une mauvaise décision qui va mettre en cause la vie des dizaines de vos collaborateurs. C'est un phénomène extrêmement grave. En tout cas, ce que moi j'ai pu observer dans le secteur minier, dans l'industrie, la conséquence est incalculable. Ouais. La
conséquence est incalculable. La consommation. Et tout ce qu'il a dit également comme dégâts collatéraux, les dégâts que l'accident causé par un alcoolique peut poser. Et c'est pas possible. Donc, c'est un des vrais fléaux. Ces deux faits-là, comme il l'a dit, ces deux produits-là sont des vrais fléaux sur le lieu du travail. Justement, j'allais en venir. Oui, allez-y. Ouais, bon, en réalité, il y a beaucoup de types de drogues ou bien d'alcool, comme il l'a dit. Oui. Il y a certains types de drogues surtout, c'est des hallucinogènes. Comme il a dit, en industrie, là, on est dans des milieux vraiment à risque. Bon, si tu es sous effet des hallucinogènes, c'est-à-dire que tu vois ce que les autres ne voient pas. Ouais. La drogue donne cette impression-là. Toi, tu es dans le nuage. Tu es dans le nuage. Tu es dans le nuage. C'est ça. Là, la coordination des activités ne se fait pas réellement. Non. En ce moment, ça peut créer des problèmes très graves. Surtout, comme il a dit, dans les industries, là, c'est très grave. Peut-être on va en arriver. Oui, justement. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité où la prise de la drogue, la consommation d'alcool est plus fréquente? Sidi, ne nous amenez pas à pointer du doigt sur quelqu'un. C'est clair. Parce que malheureusement, moi, Sidi, c'est ça l'intérêt de ce genre de débat. Oui. Vous voyez, dans notre pays, les gens n'estiment pas qu'il faut mettre de l'argent dans des études poussées pour comprendre exactement l'ampleur de ce phénomène-là et arriver justement à identifier les secteurs dans lesquels le problème est le plus crucial et là où on pourrait apporter. À ma connaissance, je dis bien, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'études au Mali sur le phénomène. Je n'ai pas connaissance, je n'en ai pas connaissance. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend dans la rumeur? Tout le monde sait, c'est le secteur des transports. Vous voyez les Sotramas, toutes les places de Sotramas, vous avez les petits vendeurs de café à gauche et à droite. C'est connu. Ouais. On prend son café et on demande au cafetier, au vendeur de café de mettre 1 ou 2 comprimés dedans. C'est clair, c'est connu. Ensuite, dans notre secteur minier, c'est clair, c'est connu. Dans le secteur, parmi les ouvriers, vous en avez de toutes sortes. Particulièrement aujourd'hui dans l'orpaillage, dans le milieu de l'orpaillage où il n'y a aucun contrôle, là tu te rends compte, les gens font, si ce n'est pas la drogue, l'effet de la drogue ou de l'alcool, l'être humain n'est pas capable d'arriver à un certain niveau d'endurance, vraiment pour aller les mains nues contre les roches et la nature. Si ce n'est vraiment pas des substances hallucinogènes comme ça, c'est très difficile. Bon, donc, à ma connaissance, et je dis ça, c'est vraiment dans la pratique, ce qu'on entend, ce que la rumeur donne. Sinon, à part ça, vraiment, je n'ai pas connaissance d'études scientifiques qui me permettent de dire vraiment c'est dans tel secteur où le problème est le plus crucial. Non, en réalité, c'est comme ça. Moi aussi, je n'ai pas comme ça, d'études comme ça qui montrent réellement les statistiques par rapport à la consommation de ces toxiques-là. Mais comme il est le diagnostic DRH là, il peut nous permettre quand même de faire ces études-là, de nous offrir l'opportunité. Comme on a des membres là qui sont même dans les secteurs, dans l'économie informelle, on a des médecins du travail qui veulent faire des publications par rapport à ces choses-là. Non, docteur, c'est là où je dis souvent, c'est là où je plains. Lorsque nous choisissons les thèmes des étudiants qui nous sont confiés. Voilà des domaines où il n'y a rien, des domaines vierges. Lorsque nous avons des étudiants à l'école de médecine, des étudiants, des sociologues à l'INSUP, des sociologues, mais voilà des domaines vers lesquels on doit essayer d'orienter les jeunes. Même si c'est des études, des mémoires de fin d'études, mais ça vaut mieux que rien déjà. Ça vaut mieux que rien. Mais en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu une seule étude sur ce problème-là. Pourtant, tout le monde mesure les enjeux, tout le monde comprend les enjeux. Bon, le département, l'INPS, la Caisse malienne de sécurité sociale, autant de structures qui ont un intérêt majeur à mettre de l'argent dans cela. Absolument. Voilà. Là, on a une occasion maintenant, c'est l'opportunité avec M. Diakité d'avoir des opportunités, des occasions. Pense que ces organismes nous entendent. Voilà. Donc c'est l'occasion, nous on s'engage, on va faire des protocoles par rapport à ces choses-là, parce que nos membres se sont engagés par rapport à ça. Donc, comme on l'a dit, c'est des causes-là qui amènent certains effets.
Hein, par rapport à la consommation de ces toxiques-là, on les a cités, la monotonie, le travail sous pression, certaines choses, certaines conditions de travail, l'empoussièrement et puis la chaleur. Hein? L'homme essaie de dépasser sa capacité pour atteindre les objectifs par rapport à ces choses-là. Merci. Docteur, excuse-moi, docteur, parce que vous êtes en train de circonscrire, d'inscrire le problème essentiellement dans l'enceinte de l'entreprise, alors qu'il faut aller au-delà. Il faut aller largement au-delà. C'est d'abord le contexte. Voilà, j'ai parlé des secteurs miniers, j'ai parlé du secteur de l'orpaillage. Voilà, c'est-à-dire c'est l'environnement même de travail souvent qui impose un certain nombre de conduites à l'individu. Vous allez dans les zones d'orpaillage, l'individu, il n'a pas de lieu de loisir, il n'y a rien, mais vous avez tout autour des petites cabanes, des choses comme ça, des bars, des ceci, voilà. Et donc, après le travail, qu'est-ce qu'il a à faire? Donc, même quelqu'un qui n'a jamais pris de l'alcool, si tu vas dans les zones d'orpaillage, tu as beaucoup de chances de devenir... La tentation est là. La même chose également pour les ouvriers et autres là. Donc, dans l'environnement, le domaine des transports, comme je vous ai dit, c'est comme si c'est inscrit dans l'environnement. Parce qu'à chaque place, vous avez les vendeurs de café. À côté des vendeurs de café, vous avez d'autres qui trouvent également leur... Voilà. Donc, ce qui fait que... Bon, ça, c'est un aspect. L'autre côté, il ne faudrait pas oublier, chacun de nous a ses faiblesses. Absolument. Chacun de nous. Donc, certains, ils viennent à l'entreprise avec leurs problèmes. J'ai des gens qui viennent à l'entreprise avec leurs problèmes. Et en ces moments... Et ce que nous, les DRH, ce que nous vivons à l'intérieur, ça dépasse largement le cadre de l'entreprise. Parce que le travailleur, il détruit sa famille. Absolument. Il détruit sa famille. L'entreprise lui donne des ressources pour subvenir aux moyens de sa famille. Mais cet argent qu'il prend là, cet argent-là va à 100% dans l'alcool ou bien dans la drogue. Et en ce moment, le phénomène, il dépasse largement la direction d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Et là, ça ouvre. Justement, M. Diakité, les travailleurs qui sont dans ce genre de conditions, est-ce que la loi vous autorise, ou en tant que DRH, de prélever une certaine somme quand même qui est destinée directement à leur famille? Parce qu'on sait quand on dit paye, l'argent est destiné à l'alcool. On le savait autant que moi. Je veux juste savoir votre position par rapport à la loi. Est-ce que c'est légal de retenir quelque chose sur le salaire et reverser ça à la famille? Merci Diko, vous me donnez l'occasion de dire un très grand merci à tous les RH, tous les DRH qui se sont retrouvés un jour ou l'autre à gérer ces problèmes sociaux liés à la consommation d'alcool dans leur entreprise. La loi ne te permet pas, tu ne peux pas retenir 1 franc sur le salaire de quelqu'un en dehors des cas prévus par la loi et en dehors de l'accord de la personne. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il va prendre de l'ampleur. Sur le lieu de travail, il a un problème. Dans sa famille, il n'arrive plus à assumer ses responsabilités de père de famille. Et le problème de la famille se transporte dans l'entreprise. Et ça aussi, ça devient une tâche pour le DRH qui ne peut pas se détourner de cette réalité-là. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce que j'ai vu? Les différents cas de pratique que j'ai connus ou bien sur lesquels j'ai eu à causer avec mes collègues. Donc, c'est en ce moment-là, le DRH essaye de trouver un accord avec l'intéressé pendant ces moments de lucidité. Donc, on essaie de voir sa rémunération. On dégage, on fait un calcul avec son épouse ou bien avec son épouse dans la plupart des cas. Quelles sont les charges de la famille, s'ils sont en location, les frais de condiment, les frais de scolarité des enfants. On essaie d'avoir une idée de ce que cela représente. Et en ce moment-là, on fait une retenue spéciale sur son salaire et qu'on met à la disposition de son épouse. Et l'épouse passe à la fin du mois pour récupérer cette somme-là et faire face aux charges de la famille. Voilà comment, c'est en dehors de toute légalité, mais ça devient un problème social auquel le DRH ne peut pas se détourner. Donc ça, c'est l'aspect social. Et l'aspect médical, vous avez une gestion particulière? J'allais dire, c'est un complément des ressources humaines parce que nous, on dit dans la démarche
préventive, on va arriver peut-être dans la prévention de cette situation. Il y a un point qui dit qu'il faut accompagner les travailleurs affectés. Donc c'est ce qu'il est en train de dire, ça c'est l'accompagnement des personnes affectées par cette situation de consommation de drogue là, et puis d'alcool. Sur le plan médical, il n'y a pas spécifiquement quelque chose par rapport à ces situations-là, sauf à faire la prise en charge, à détoxiquer ces gens. Ça demande beaucoup de moyens, et puis avec l'accord du travailleur lui-même, s'il acceptait, et sa famille. Sinon, ça fait partie des missions des médecins du travail. Il a dit, les services de médecine du travail dans les entreprises, c'est tout ce que nous, on fait. Et Sidi, avec votre permission, voilà, là, ça toujours dans la même veine. Parce que là, donc, la prise en charge justement de ces cas sociaux ouvre une perspective de collaboration entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise. Le DRH seul ne peut jamais faire face à cette situation-là s'il n'est pas en bon terme avec les représentants du personnel. Les représentants du personnel, je veux dire, si c'est une entreprise où vous avez un comité syndical, s'il n'y a pas de comité syndical, s'il y a des délégués du personnel, s'il y a des membres du comité d'hygiène et de sécurité, donc c'est représentants du personnel, donc c'est eux, en premier lieu, qui revient d'abord d'essayer d'apporter le soutien aux travailleurs à la maison, parce qu'ils sont plus proches de lui à la maison. Et en ces moments, à l'entreprise, le DRH, le service en charge des ressources humaines, intervient avec eux pour essayer d'organiser de la manière la plus adéquate la prise en charge et l'accompagnement de l'alcoolique. Parce que là, le docteur l'a dit, ce n'est jamais un phénomène qu'on peut brutalement traiter comme cela. Donc, dès qu'on se rend compte, on voit dans la mesure, c'est un être humain, on sait qu'il a une famille, donc on ne peut pas brutalement se débarrasser de lui, quelle que soit déjà la situation qui se présente. La première, lui donner un coup de main, lui tendre la perche, comme on dira, essayer de l'aider à se récupérer. Si cela marche, tant mieux. Mais si on se rend compte que cela ne marche pas, donc cela ne marche pas en ces moments, l'entreprise n'a pas d'autre choix. L'entreprise ne peut pas garder un alcoolique invétéré dans son effectif. À partir de certains moments, vous serez obligé de prendre une décision. La même chose pour la personne qui est également accro à la drogue. On ne peut pas le garder indéfiniment dans son effectif. Donc justement, cela m'amène directement au rôle et responsabilités de l'employeur. Sidi, c'est clair. On a commencé à déjà évoquer le travailleur sur le lieu de travail. Il est sous la direction de l'employeur et qui a un certain nombre de responsabilités. Et cette responsabilité-là particulièrement s'exerce dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Oui. Donc l'employeur a le devoir de prévenir. Le fait de prévenir, comment l'employeur le fait, c'est déjà en posant la réglementation, en interdisant l'accès de l'alcool et de la drogue à son lieu de travail, en interdisant sa consommation aux travailleurs. Ça, c'est la première responsabilité de l'employeur que nous devons mettre en place. Deuxième chose, c'est au niveau de l'équipe de santé et sécurité au travail, puisque ça, c'est une équipe dynamique qui doit rester active à tout moment. Oui. C'est de faire vraiment les campagnes de sensibilisation et de prévention au sein de cette équipe de travail. Le troisième niveau de responsabilité de l'entreprise, c'est au niveau de son service médical, s'il en a un. Si l'entreprise en a un, donc c'est de se doter des moyens qui lui permettent donc de faire les tests d'alcoolémie, d'identifier les travailleurs qui sont vraiment sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue. Et quand cela est, donc il n'y a que deux options, comme on vient de le dire. Si l'entreprise a, en relation avec les représentants du travailleur, la possibilité d'accompagner le travailleur pour qu'il s'en sorte, ça c'est un aspect. Deuxième cas, est-ce que l'entreprise avec les représentants vont gérer le cas social? Troisième, mais jusqu'à quel niveau? À certains niveaux, lorsque vraiment le travailleur devient un danger pour lui-même, un danger pour les autres travailleurs, en ce moment, l'entreprise est obligée de s'assumer. Parce que si jamais vous ne faites pas ça,
les conséquences, c'est l'entreprise. Si jamais vous les laissez, malheureusement, s'il arrive un accident mortel sur le lieu de travail, c'est la responsabilité de l'employeur. Si, du fait du comportement d'un alcoolique ou bien d'un drogué sur le lieu de travail, il y a un accident causé par ce dernier, c'est la responsabilité de l'entreprise. S'il y a des dégâts matériels qui sont causés au bien de l'entreprise du fait de cet alcoolique, c'est la responsabilité de l'employeur. Donc, autant prendre le devant, dès que ça arrive à un certain nombre de niveaux, essayer de vraiment trouver un moyen de... Voilà. Docteur Diallo. Voilà, c'est vraiment ça. Monsieur Diakité, il a dit quelque part que moi j'essaie de circonscrire. En réalité, je ne circonscris pas. Hein? Vous l'avez dit, certains problèmes de famille sont souvent transportés sur le lieu de travail. Nous, on considère également l'inverse. Certains problèmes de travail sont transportés en famille. En famille. Voilà. C'est justement les problèmes, les pressions au travail, hein, les heures de travail trop longues, là, l'empoussièrement, et puis beaucoup de choses qui sont transportées du lieu de travail pour la famille. Maintenant, pour parler par rapport au rôle et responsabilité de l'employeur, il a dit, ça c'est un dépistage. Le service médical de travail, là, on a dit, on fait un dépistage. Dépistage pendant quoi? Pendant les visites d'embauche. Pour les entreprises qui sont organisées, vous arrivez pour faire une visite d'embauche dans une entreprise, on dose d'abord l'alcool, on dose aussi l'alcool, peut-être dans l'air respiré. On dit que ce n'est pas directement l'alcoolémie. L'alcoolémie, c'est dans le sang. Donc, on dose l'alcool dans l'air expiré. Ensuite, on peut prendre aussi un échantillon d'urine pour voir les drogues. Il y a des équipements qui permettent d'identifier quelques types de drogues là dans l'urine. Ensuite, il a dit, nous, on fait le service médical. C'est une équipe pluridisciplinaire. Il y a des psychologues, il peut y avoir des toxicologues, des intervenants en prévention des risques professionnels. Il a dit qu'il faut interdire sous peine de sanction. Arrivé à un certain niveau, c'est-à-dire, il a dit, le règlement intérieur dans toutes les entreprises, c'est sûr que ça inclut l'interdiction de la consommation de ces toxiques-là. Ensuite, nous, on dit aux entreprises, dans la prévention technique, il faut servir la boisson hygiénique aux travailleurs. Parce qu'on a dit plus haut, les dangers là, c'est par rapport au travail à la chaleur, l'empoussièrement. Souvent, l'individu, bien les travailleurs, se sert de la consommation de ces toxiques-là pour essayer d'effacer certaines choses, essayer de dépasser ses capacités pour l'atteinte des buts. Donc, si tu fournis, j'en ai vu, j'ai travaillé dans les entreprises minières, souvent on donne des boissons, souvent un peu salées même, ça attire les travailleurs à la consommation de beaucoup d'eau. Le travail aussi est souvent bénéfique pour les consommateurs de ces toxiques-là. Ils sont occupés, ils sont avec les gens. Donc souvent ça, améliorer les conditions de travail, agir sur la pénibilité du travail, l'empoussièrement, la chaleur, les heures de travail souples, là, les horaires de pause, on peut les offrir également aux travailleurs. Assurer une bonne coopération entre médecins du travail. C'est les médecins du travail qui sont sur le site. Mais on n'a pas oublié les médecins traitants qui peuvent être amenés souvent à prendre en charge les grands consommateurs comme ça. C'est pour encore gérer. Mais dans l'autre cas, on appelle ça la démarche préventive. C'est ce que j'avais évoqué précédemment. Il faut développer les possibilités d'épanouissement sans consommation toxique. Souvent, on crée des activités sportives dans les entreprises. Exactement. On crée beaucoup de choses là pour divertir, essayer de voler le temps de consommation de ces toxiques-là par les travailleurs. Aider les travailleurs aussi à identifier, c'est-à-dire les former par rapport au danger de la consommation de ces toxiques-là. Souvent, on peut même se servir des anciens grands toxicomanes ou bien des grands consommateurs d'alcool là, qui peuvent venir là, en séance de groupe exposer les problèmes par rapport à la consommation de l'alcool. Ensuite, dans cette dynamique de formation, les autres travailleurs, comme il l'a dit, ça c'est la santé et sécurité au travail, ce n'est pas pour protéger l'individu seulement, c'est pour aussi protéger ses collègues-là. Donc il faut former ces collègues-là à identifier les comportements anormaux chez une personne. Je travaille tous les jours avec M. Diakité, mais aujourd'hui, là, je ne comprends pas son comportement. Parce qu'on s'est dit que les toxiques là, créent cette situation-là sur l'individu. Donc, une personne qui identifie un autre collègue là, avec des comportements anormaux doit pouvoir le signaler. Ça, souvent aussi, après les accidents, si tu fais un accident de travail, si tu fais un accident sur un site, on t'amène
dans le service médical de travail, là, le dépistage se fait également là-bas. Mais M. Diakité, le service de bien-être au travail, ça ne peut pas être une solution. Excuse-moi, Sidi, parce qu'il a dit tellement de choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais répondre très rapidement, parce que ça, c'est vraiment... il a parlé de la visite médicale d'embauche. Ouais. C'est extrêmement important. Il est extrêmement important. Il faudrait que vraiment les entreprises introduisent cela, parce que toutes les entreprises n'ont pas un service médical qui fait... On envoie le travailleur à l'INPS. Et je ne suis pas sûr si les services, les centres médicaux inter-entreprises qui font les visites médicales d'entreprise ont justement les équipements qu'il faut pour faire ça. Je ne suis pas sûr. Mais lorsque l'entreprise elle-même veut faire le travail à l'interne, elle va se doter justement le moyen de le faire. Absolument. Premier aspect. Le deuxième aspect, encore une fois, il faut interpeller l'INPS également sur la question. L'INPS a l'obligation de faire les visites médicales périodiques. Vraiment, est-ce que l'INPS ne doit pas inclure la prise en charge mais des tests, juste, même si c'est des sondages, des tests d'alcoolémétrie ou de ça, pour que effectivement, même si on n'a pas une étude sur, mais au moins à travers les statistiques de l'INPS, que nous puissions avoir des données fiables sur le phénomène. Absolument. Ça, c'est le premier volet sur lequel je voudrais réagir. Le deuxième volet, c'est par rapport à justement, vous avez parlé des boissons, des types de boissons. Ouais. Bon. Regardez aujourd'hui le marché Sidi. Nous sommes inondés, je dis bien, inondés de produits de boissons énergétiques. Boissons, on dit bien boissons énergétiques. Mais prenez la composition de ces boissons-là et lisez entre les lignes. Pratiquement, maintenant, tu n'as plus besoin d'aller dans un bar ou dans un restaurant pour te saouler. C'est fini. Tu n'as plus. Tout ce qu'on est en train de... Disons, la plupart des produits qu'on est en train de vendre aujourd'hui comme étant des boissons énergétiques, prenez la composition. Vous trouverez la plupart du temps, je dis bien, vous trouverez qu'il y a une dose d'alcool qui ne serait pas acceptable si on essaie de regarder. Mais vous verrez que dans les boîtes, l'écriture est tellement petite, c'est comme si c'est fait sciemment pour cacher. Bon, vous imaginez, un jour j'étais en voyage, en cours de voyage. Nous sommes arrivés dans une station où on s'est arrêté pour justement prendre du carburant et je suis rentré dans la boutique supermarché qui était là. Mais j'étais sidéré de voir que justement la boisson énergétique qui était la plus vendue dans cette supérette-là contenait au minimum, tenez-vous bien, près de 20% de vodka. C'est écrit sur la canette. C'est bien écrit. C'est bien écrit sur la canette. 20% de vodka. Et ça, c'est situé sur un des axes routiers les plus fréquentés du Mali. Un des axes routiers les plus fréquentés du Mali. Et tous les transporteurs qui viennent là, ces jours-là, quand je suis arrivé, j'étais surpris de constater ça. Non seulement le frigo est plein, il y avait à côté une caisse qui était remplie de boissons qui était là pour être remplie. Absolument. Donc c'est ça qui a attiré. Quand je suis allé, j'ai commencé à regarder, je suis allé, j'ai pris la canette, j'ai essayé de voir, de lire la com. J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi sur ce tronçon, il y a autant d'accidents. Absolument. Pourquoi il y a autant d'accidents? 20% de vodka, je vous dis bien. Un alcool aussi fort. Les gens prennent ça en petites canettes et je suis sûr qu'ils en prennent en quantité tout au long de la route, de jour comme de nuit. Mais pour compléter, je parle de boissons hygiéniques, je ne parle pas de ces boissons énergétiques. Parce que ce qu'on faisait, moi j'ai fait la pratique là dans les entreprises minières. Ce qu'on fait, les sachets de réhydratation orale, là, ça se vend en pharmacie. Souvent, il y a en orange, en ananas ou autre. Voilà, c'est ce qu'on sert sur les sites. Non, je comprends. Voilà, souvent on met dans les cuves là, bien protégées, avec les bols hygiéniques là qu'on donne aux gens. Docteur, j'ai compris, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai saisi, j'ai voulu profiter de ça pour ouvrir, mais vous convenez avec moi que c'est une réalité aujourd'hui. Ça peut contenir même en dehors de la boisson, de l'alcool là, ça peut contenir d'autres drogues. C'est sûr, la caféine et autres là. Justement, vous avez parlé à un moment des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous développer quelques... Par rapport à l'absentéisme. Exactement. J'ai parlé des chiffres là par la consommation de ces toxiques là. Je n'ai pas voulu retenir ça très bien, mais je vais les sortir quand même pour vous. Voilà. Donc, on dit une augmentation, ça crée une augmentation de l'absentéisme. La durée de l'absence d'un alcoolique est en moyenne de 3,3 fois plus longue
et la fréquence des arrêts 1,4 fois plus élevée que celle de l'ensemble du personnel. Donc, pour une durée d'1 an, la moyenne de la durée d'absentéisme pour des salariés non buveurs est de 20 jours. La durée d'absence pour des salariés non buveurs est de 20 jours sur 1 an. Parce qu'on peut être amené à prendre quelques repos ou bien à demander une permission de s'absenter. De 32 jours pour les buveurs confirmés. La durée d'absence. Pour un buveur confirmé par an, ça c'est 32 jours. Mais comment il arrive à faire 32 jours d'absence, M. Jakité? Bon, ça c'est des statistiques. Moi je vais terminer. C'est pire. Hein. Okay. C'est pire. Ça c'est 32 jours. 39 jours pour ceux ayant déjà des troubles somatiques, c'est-à-dire des problèmes d'estomac et autres. Là. C'est-à-dire que c'est encore poussé. Quoi. Les alcooliques. Ensuite, dernier chiffre, 89 jours pour ceux présentant des troubles mentaux. 89 jours. 89 jours. Sidi, je crois que la transition est tout trouvée sur le troisième point sur lequel je voudrais répondre par rapport à son intervention. Le troisième point, c'est qu'il vient de dire là. On a un problème social chez nous. Personne ne veut être responsable de la perte de l'emploi de son prochain. Voilà. La plupart du temps, le chef direct sait parfaitement ce que son agent est en train de faire. La plupart du temps. Je n'accuse pas tous les chefs de service, je n'accuse pas tous les... Mais la plupart du temps, le superviseur sait ce qui se passe dans son service. Mais il ne veut pas signaler rapidement au niveau du service des ressources humaines parce qu'il connaît les conséquences. Dès que ça va être su, on va lui montrer la porte. Et lui, il ne veut pas assumer la responsabilité que c'est lui qui a donné l'information. Donc, c'est ce qui retarde souvent la prise en charge de ces cas-là aussi au niveau de l'entreprise. Parce qu'un DRH, tu n'es pas supposé être, tu n'es pas comme le soleil. Tu n'es pas supposé être présent dans tous les lieux de travail de l'entreprise. Lorsque dans une entité, il y a un problème, c'est le chef qui doit faire remonter l'information pour que le DRH s'en saisisse. Mais maintenant, il va arriver à un point où ça dépasse le chef de service. D'une manière ou d'une autre, le DRH, la DRH va être au courant. Comment? Bon, si c'est des entreprises où vous avez les fiches les timesheets, qu'on a connu bien chez les anglo-saxons, vous avez les timesheets où les heures de présence de tout le monde est mentionné à la fin de tous les mois et qu'à la fin du mois, on prépare le salaire à partir de ça. Donc, automatiquement, les durées d'absence vont sauter à l'œil. Une fois, 2 fois, et ça ne continuera pas éternellement. Lorsque c'est une entreprise organisée, au bout de certains mois, les ressources humaines vont mettre le doigt. C'est des absences en complicité avec les supérieurs hiérarchiques. Bon, on ne peut pas accuser. Il y a un nombre limite pour les permissions exceptionnelles. Où est-ce qu'ils fournissent un certificat médical d'arrêt de travail? Comment ça se passe? C'est un certificat que vous délivrez ou? Non, c'est peut-être que souvent, les gens, les grands consommateurs, ils peuvent appeler souvent. 1 jour, 2 jours. Aujourd'hui, je n'ai pas pu me réveiller tôt, je n'ai pas pu venir à temps. Bon, il arrange ça peut-être d'une façon. En tout cas, moi, je ne sais pas comment il arrange. Il est DRH ici, peut-être ils arrangent ça. Sinon, à force d'impliquer les travailleurs dans la lutte, c'est ce qu'on demande tout le temps, il faut impliquer les travailleurs. On n'est pas là pour les sanctionner, il a dit, on n'est pas là pour gâter leur travail, pour les chasser du travail, mais ça traduit le degré d'implication des travailleurs dans la chose. Puisque, quand même au niveau du service médical, là, quelqu'un qui fait un accident chez toi, s'il vient à la clinique, là, si on teste qu'il est positif pour la drogue là, ou bien pour l'alcool, là, ça c'est vraiment c'est parti tout de suite. Quoi. On reporte seulement, la personne est partie. Mais on donne l'occasion aussi pour essayer d'améliorer cette implication des travailleurs. On donne l'occasion aux travailleurs parce qu'on leur dit, pendant les séances de sensibilisation, si vous savez que vous avez bu pendant une soirée ou bien vous êtes sous effet de quelque chose là, signalez-vous immédiatement de vous-même. Là, qu'est-ce qu'on fait? Si vous faites ça, si un travailleur fait ça, on met en place un programme de retour au travail. Ça, c'est volontaire, un programme de retour. Par exemple, moi, je donne l'expérience. Et un exemple, je suis dans une mine. Un gars, on le contrôle positif au cannabis. Tout de suite, là, il y a un programme de retour au travail de 3 semaines. Parce qu'une consommation de cannabis, là,
même si tu arrêtes aujourd'hui, ça fait 3 semaines avant de disparaître dans les urines. Donc, on contrôle la personne toutes les semaines là, jusqu'à ce qu'on ait un résultat négatif. Si c'est pour l'alcool, tous les matins avant de monter au travail, il vient se faire tester, ensuite il part. Donc, avec ces dispositifs-là, généralement, les superviseurs là ont peur. Ah, j'ai maintenu ces travailleurs-là sous effet toxique parce que je sais que si ils consomment ce cannabis-là ou bien s'ils consomment autre drogue-là, il va au-delà de ses capacités, il a beaucoup de résultats tout de suite là. Moi j'ai beaucoup de primes là par rapport à cette situation-là. Tu fais ça, il fait un accident, tu as des problèmes. Oui. Voilà. Donc nous, on essaie d'agir de la sorte-là pour essayer un peu de les dissuader par rapport à la consommation de ces toxiques. Je crois que, docteur, ce que vous avez dit est valable pour tout le monde. Hein. Il faut allier les deux aspects. Je confirme ce que vous avez indiqué pour la drogue. C'est également le même cas que j'ai vécu. Avec. Ouais, mais vous avez comme l'effet du bâton et de la carotte. L'effet du bâton et de la carotte. Il faut que l'entreprise, les travailleurs comprennent effectivement que l'entreprise a zéro tolérance pour la drogue et l'alcool. Il faut que cela soit clair, net d'abord, premier aspect. C'est la condition pour que le retour à l'emploi puisse bien jouer. Donc, ce que vous avez dit, nous avons connu les mêmes problèmes. Des travailleurs qu'on a testé inopinément, on a trouvé qu'il y a donc des traces. Voilà, on l'a mis en demeure, exactement le même programme. Mais au bout du compte, il s'est ressaisi et il n'est plus jamais retombé là-dedans. Il n'est plus jamais retombé dedans. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, le cas de l'alcool, c'était différent. Voilà, là, c'est ce que je te disais, c'est le social. Les chefs ne veulent pas être la cause parce que là, les alcooliques, là, généralement, ont déjà atteint un niveau où même le retour à l'emploi est difficile pour eux. Le retour à l'emploi est difficile. Donc, on sait que si jamais on signale, il a de fortes chances qu'il va partir. Donc, il y a différents, soit c'est des incidents qui vont arriver, ou bien, comme je vous le disais, à travers des contrôles de routine ou des activités de routine, la DRH va être saisie du problème d'alcoolémie d'un travailleur. Et en ce moment-là, le point de non-retour est atteint. Le point de retour est atteint. Et là, également, je signale un cas exceptionnel où vraiment c'est un comité syndical qui a saisi, qui a vu le problème auprès d'un travailleur, qui a essayé de travailler avec la direction des ressources humaines pour trouver une solution au problème d'alcoolémie d'un travailleur. Donc, c'est le genre d'exemple à saluer et à multiplier. Il faut que les syndicats comprennent que cela également fait partie de leur rôle. Lorsqu'un travailleur est à la dérive, de l'aider à essayer de se ressaisir. Le syndicat seul ne le pourrait pas. Le syndicat doit travailler avec la direction de l'entreprise, voir dans quelle mesure. Sinon, il arrivera un moment, lorsque la direction va décider de se séparer du travailleur, c'est les mêmes syndicats qui vont essayer de venir à la rescousse, essayer de trouver des solutions alternatives pour lui. Voilà, c'est surtout un problème, vous avez dit les syndicats, mais nous, on préfère les comités d'hygiène. Et ils doivent s'impliquer pour accompagner cette personne-là à pouvoir arrêter la consommation de ces toxiques-là au moment où il est sur le lieu de travail ou bien jusqu'en famille. Vous voyez, le débat, il est intéressant. On ne va pas le finir en 50 minutes. Non. Docteur, l'heure qui nous est impartie est presque arrivée à terme. Si vous avez un dernier mot, avant de donner la parole à M. Diakité aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Sidi Faskoly, pour l'invitation. On vous remercie très sincèrement parce qu'on voit tout ce que vous êtes en train de faire dans le domaine de la promotion de la santé et sécurité au travail, qui est notre but dans la Société malienne de santé et sécurité au travail. Donc vous nous aidez beaucoup, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc par rapport au thème d'aujourd'hui, nous, on va dire aux entreprises de mettre l'accent encore sur la prévention. La prévention est toujours la prévention. Et merci beaucoup, monsieur. Merci, docteur. Le plateau vous appartient. Vous venez quand vous voulez. Monsieur Diakité. Sidi, vraiment, encore une fois, merci de l'invitation. Je crois que vous avez posé une problématique qui dépasse le cadre de l'entreprise. C'est vraiment un problème social aujourd'hui au Mali. Ne nous cachons pas la face. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un scandale lorsqu'il y a eu des parutions dans les journaux disant que le Mali fait partie des pays où il y a les plus grandes consommations d'alcool. Et ça fait un tollé. Et
Mais comme on dit, là, il n'y a jamais de fumée sans feu. Absolument. Il n'y a jamais de fumée sans feu. La réalité, elle est là. Il y a une augmentation insidieuse de la consommation d'alcool qui est en train de s'installer dans ce pays. Et on n'a pas conscience, ou bien les autorités veulent fermer les yeux parce que nous ne voyons aucune mesure concrète prise au niveau des autorités pour essayer de circonscrire le problème, mais de comprendre le problème, d'en mesurer les effets de manière qu'on puisse envisager des solutions. Le même problème, c'est au niveau de la drogue. Voilà. Vous n'avez qu'à écouter les chansons des rappeurs. Vous n'avez qu'à écouter les chansons des jeunes eux-mêmes. Ce qu'ils disent, ça c'est le langage des jeunes. Ce que les jeunes disent là, c'est exactement ce que nous avons en entreprise. La drogue et l'alcool. Vraiment, je pense que... donc, je lance la balle dans le camp des spécialistes de la question. Il est temps qu'on essaie d'entreprendre des études sérieuses pour vraiment mesurer l'ampleur du problème de manière qu'on puisse envisager des solutions. Et je vais terminer avec une ouverture vers nos camarades syndicalistes. Voilà, donc je lance une pierre dans le champ de tous les syndicats. Donc pour le moment, nous n'avons pas vu de syndicat qui a mis dans son préavis de grève que nous allons défendre les droits des travailleurs par rapport à des phénomènes comme ça, alors que ça, c'est des réalités. C'est des réalités. Donc il faudrait qu'on demande aux syndicats d'ouvrir un peu les yeux sur ces problèmes sociaux qui se posent dans nos entreprises. Ces problèmes sociaux qui causent énormément de préjudices dans le fonctionnement de nos entreprises. Tout cela contribuera à la performance justement de nos entreprises. Également à leur donner le poids qu'ils sont dans l'entreprise, pas seulement contre l'employeur, mais dire que réellement ils sont là pour le bien-être du travailleur. Merci beaucoup. Merci M. Diakité, merci Dr Diallo, merci d'être venu. J'espère vous retrouver sur ce plateau pour d'autres thématiques. Chers téléspectateurs, c'est tout pour KTS Mag d'aujourd'hui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Mais ne quittez pas pour l'instant. Juste après, ce sera la version Bambara du KTS Mag. An bɔra ka émission kɛ min fɛn jugu ninnu ni ɲɛnaminɛ fɛn jugu ninnu kan sisan fɛn minnu baara kɔnɔna na n'o bɛ se ka mɔgɔ bɔ i taabolo kan i taabolo tɛ fɛn min ye k'o kɛ baara kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye ka se baara ma kɔ o ye min fɛn jugu ni ɲɛnaminɛ fɛnw de ye baara kɔnɔna na kɔ min bɛ baarakɛla bila nin fɛn ninnu tali la a kuma ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ an ye dɔw fɔ tubabukan nansarakan na sisan an y'a fɔ ko baara yɛrɛ organiser cogoya yɔrɔ minnu na funteni ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ani yɔrɔ minnu na poussière ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ani yɔrɔ minnu na baara pression ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ baarakɛlaw b'a lajɛ an b'a dɔn baarako gɛlɛya de b'an ka jamana in kɔnɔ n tɛ k'a fɔ walasa ka minnu bɛ nin minfɛn jugu ninnu ta walasa ka jo d'u ma o de b'a to u b'a fɔ n ka denbaya bɛ n bolo baara fanga ka bon ne ma il faut que n ka taa nin ta walasa ne bɛ se ka n jɔ ka se ka baara kɛ walasa n ka se ka n ka sara sɔrɔ ka taa se n ka se ka n ka denbayaw balo o fɛn sugu ninnu bɛ se ka kɛ quoi o de y'a to an b'a fɔ n ko baara kɔnɔna na fɛn dɔw bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ minnu bɛ hadamaden pousser ka se nin ko dɔw ma mais o t'a bannen ye dɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen problème dɔw bɛ se ka sɔrɔ denbaya kɔnɔna na minnu bɛ mɔgɔw bila minfɛn jugu tali la olu dun bɛ baara la déjà u bɛ tila ka na n'o minfɛn jugu ninnu ye baarakɛyɔrɔ la tuguni minfɛn jugu ninnu ni ɲɛnaminɛ fɛn jugu ninnu a kɔlɔlɔ ka ca kojugu kojugu baarakɛla yɛrɛ ma a bɛ se ka fɛn caman de tiɲɛ a bɛ se k'i ka baara tiɲɛ a bɛ se k'a to i bɛ joginni créer e yɛrɛ dɔrɔn tɛ i bɛ se ka i tɔɲɔgɔn i baarakɛɲɔgɔn jogin baara la a bɛ se ka kɛ i ka baara bɛ tiɲɛ sababu dɔ ye parce que e tɛna se ka kuma bɛɛ la ka wuli ka kɛ maa sabatilen baara kɔni kɔnɔna na parce que n'i ye ɲɛnaminɛ fɛn ninnu ni minfɛn jugu ninnu min kuma dɔ la i bɛ sunɔgɔ baarakɛyɔrɔ la donc a bɛ se ka kɛ baara tiɲɛ i ma kuma dɔ la i bɛ accident ninnu fana kɛ joginni caman provoquer baarakɛminɛnw caman fana bɛ tiɲɛ i bɛ se ka kɛ degun ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ fana ma tuguni n'a fɔra e de bɛ minfɛn jugu ninnu ta ka na baarakɛyɔrɔ la donc i ka concentration i t'i taabolo kan bilen quoi donc o la hali farikolo i yɛrɛ tɛ se ka a ka mouvement bɛɛ lajɛlen contrôler quoi o bɛ se ka kɛ sababu ye ka accident créer baara kɔnɔna na min bɛna kɛ tiɲɛni hadamaden ka hadamaden bɔnna na ka tila ka baarakɛminɛnw fana tiɲɛ tuguni ladilikan bɛ se ka ɲini ka s'u ma o ye ka an bɛ min kɛ komi anw ye o spécialiste de ye ko bana kunbɛn de ka fisa ni bana furakɛli ye an k'an jilaja bana kunbɛn in bilali la en place c'est-à-dire an b'a fɔ baaratigiw ɲɛna u k'u jilaja o ko la kosɛbɛ kosɛbɛ kuma fɔra cogoya min na
taabolow de bɛ baarakɛyɔrɔ la n'i ye taabolow bila en place k'a fɔ ko bon an ka baarakɛyɔrɔ la minfɛn jugu ninnu tɛ min ka na baara kɛ ne dun mago bɛ baara la peut-être que ne obligelen don ne diyagoyalen don k'o fɛn ninnu na bato ka tila ka contrôle kɛ tuguni baarakɛyɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ min b'a to mɔgɔ minnu bɛ minfɛn jugu ta ka se k'u bɔ mɔgɔw senkɔrɔ cogoyanin dɔ la k'a to u kana se ka mɔgɔ wɛrɛ nin di kasara ma cogoya dɔ la quoi mais min fɔ baarakɛdenw fana ɲɛna tugun minnu bɛ baara la u k'u kɔlɔsi ni minfɛn jugu ninnu na u k'u kɔlɔsi ni minfɛn jugu ninnu na parce que a bɛ se ka sababu ye k'u ka baara tiɲɛ olu ka baara tiɲɛni a gulonnen tɛ o dɔrɔn na quoi kɔlɔlɔ t'a la o dɔrɔn ye kɔlɔlɔ b'a la hali u ka denbaya ye denbaya balo denbaya ka furakɛliw denbaya ka ekɔli la taa fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen denmisɛnninw dahirimɛ gulonnen b'o olu ka baara la n'a fɔra k'i gɛnna ka bɔ baara la k'a sababu kɛ minfɛn jugu tali o fana man ɲi dɛ o kɔlɔlɔ tɛ dan e kelen ma quoi o bɛ taa f'i ka denbaya kɔnɔ donc ne tun b'a fɛ k'o de fɔ nin ko in na